Allô! Bienvenue au 6e épisode du podcast Super Spécialiste qui marque aussi 3 mois depuis son lancement. Yay! Aujourd'hui, je rencontre Vincent Hervé qui est à la toute fin de son doctorat en biologie à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, et qui se spécialise en neurosciences et plus spécifiquement sur la maladie d'Alzheimer. Vincent nous dit tout de ce qui est connu sur les causes et les mécanismes de la maladie d'Alzheimer, nous raconte comment le monde de la recherche travaille à trouver un remède et nous explique pourquoi c'est si compliqué d'étudier la maladie et de découvrir tous ses secrets. Un petit mot de mise en garde, cet épisode fera mention de décès et d'autopsie. Un autre petit mot, mais cette fois-ci d'excuse pour mon père que je jette sous l'autobus quelquefois, mais avec de bonnes intentions. Désolée. Vincent venait d'adopter un bébé chat de 2 mois juste une semaine avant notre entrevue, donc il est un petit peu présent au travers de cet épisode, mais je vous promets que c'est vraiment cute plus qu'autre chose. Ok, c'est parti. Parlons d'Alzheimer. Ok, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu fais? Je m'appelle Vincent, je suis un Français, je suis arrivé au Québec et à Montréal il y a plus de 5 ans, là, 5 ans et demi. Et je fais de la recherche, je suis en doctorat à l'INRS, au Centre Armand Frappier Santé Biotechnologie, qui est situé à Laval. Et j'étudie en fait la maladie d'Alzheimer et plus précisément une protéine dans la maladie d'Alzheimer. Mais c'est à peu près ça que je fais. Et ouais, en France, j'ai fait ce qu'on appelle la maîtrise ici, mais j'ai fait ma maîtrise en France à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, où j'étudiais en fait un peu la biochimie et les biotechnologies. Donc quelque chose qui te permet, en gros, moi de ce que j'ai compris, ça te permet de connaître un peu tout sans être spécialiste en rien. En gros, tu peux travailler sur vraiment tout. Parce que moi, par exemple, mes stages que j'ai fait avant, c'était j'ai travaillé sur les plantes et j'ai travaillé un truc aussi au niveau chimie. Donc vraiment 2 sujets totalement différents, même si la chimie, c'était plus sur l'Alzheimer, on pourra en revenir aussi dessus. Mais ouais, en gros, ça permet de travailler un peu sur tout, c'est assez fou. Et j'adore ça, en fait, ça te permet plus de savoir un peu les choses sur les techniques. Oh, c'est tellement cute. Puis donc, d'où est venu cet intérêt pour les neurosciences et pour la maladie d'Alzheimer? Mais en fait, justement, c'était lors de mon premier stage, j'ai travaillé sur l'oxydation du peptide amyloïde bêta, qui est en fait un peptide qui est vachement reconnu dans la maladie d'Alzheimer. Donc en fait, on étudiait son oxydation parce il est vu qu'il est oxydé dans la maladie. Donc c'était quelque chose qui était vachement juste dans un tube. On va juste oxyder le peptide et on va voir comment il s'oxyde pour voir comment ça se passe. Du coup, à ce moment-là, forcément, j'ai commencé à faire de la revue de la littérature sur la maladie d'Alzheimer et je me suis rendu compte que dans cette maladie, en fait, on savait vraiment quasiment rien dans la maladie. C'est ce que je trouvais ça assez dingue, tu sais, comparé aux autres maladies que mes collègues ou les autres étudiants avec qui j'étais, eux, travaillaient sur le cancer, la tuberculose, le sida. Et là, on connaissait vraiment beaucoup de choses. Alors que la maladie d'Alzheimer, c'est assez mystérieux. Encore, ce qui se passe, on connaît des choses, mais on connaît pas tant de choses par rapport à tout ce qu'il y a et au nombre de personnes qui sont atteintes de la maladie. Et je trouvais ça assez fascinant. Puis du coup, ça m'attire pas mal parce que il reste tout à découvrir. Donc c'est assez aussi excitant pour un chercheur de se dire, tiens, je vais pouvoir essayer de trouver quelque chose ou quoi. Donc t'as un peu le doux rêve de trouver un grand truc, quelque chose qui est assez important. Et c'est ça qui m'a un peu attiré sur la maladie d'Alzheimer. Puis le côté neurosciences avec le cerveau, c'est assez... je trouve ça assez mystérieux, la mémoire et tout ça. C'est quelque chose qui est assez dur à visualiser et à imager. Et je trouve ça assez intéressant en fait d'étudier tout ça. Bah oui, c'est vraiment excitant. Mais comment ça se fait qu'il y a aussi peu de connaissances sur Alzheimer? Je veux dire, la prévalence est énorme. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu Alzheimer. Est-ce que c'est un manque de financement? Est-ce que c'est juste que c'est difficile de trouver des choses? Pourquoi il y a si peu de connaissances? C'est une très bonne question. Je pense que déjà il y a pas mal de gens il y a pas mal de pas de croyances, mais des gens qui vont appuyer leur hypothèse de recherche. Et pas mal d'hypothèses soit les gens vont aller vers leur hypothèse de recherche parce que par exemple il y a une hypothèse qui va vers l'amyloïde bêta, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Il y a une autre hypothèse qui va vers la protéine tau. Il y a d'autres hypothèses qui arrivent et chacun en fait se bat pour son hypothèse, alors que c'est pas forcément les hypothèses sont pas forcément toutes indépendantes les unes des autres et peut-être sont liées et tout ça. L'autre chose, c'est que en fait aujourd'hui c'est assez difficile de diagnostiquer une personne qui est malade aussi de la maladie
Donc on sait pas en fait si la personne a la maladie d'Alzheimer ou si c'est dû au vieillissement, ou il y a plein de choses qui font que c'est difficile. Puis l'autre chose, c'est que c'est difficile d'aller analyser un cerveau chez la personne vivante, tout simplement, alors qu'on peut aller faire des biopsies d'autres organes assez facilement. Le cerveau, c'est plutôt compliqué de faire une chirurgie pour essayer d'analyser quelque chose. C'est aussi ça qui est difficile. C'est analyser le cerveau, c'est plus compliqué qu'analyser un autre organe. Ok, mais donc comment est diagnostiquée la maladie? En fait, à l'heure actuelle, le diagnostic sûr à 100%, il est fait post-mortem. Mais vraiment, quand je dis sûr à 100%, c'est qu'on détecte deux marqueurs histologiques qui sont des plaques, ce qu'on appelle des plaques séniles. En fait, c'est comme un agrégat de ce que je disais tout à l'heure, le peptide amyloïde bêta qu'on voit, et aussi des agrégats de la protéine Tau, qui est l'autre marqueur histologique. Donc ça, c'est ce qu'on voit au niveau post-mortem, donc après que la personne soit morte. Par contre, avant, en fait, on va faire, chez la personne qui a des troubles de mémoire, où on suppose qu'elle pourrait avoir la maladie d'Alzheimer, on va leur faire des tests psychologiques, neuropsychologiques, pour essayer d'aller voir, diagnostiquer la mémoire. Il y a plusieurs tests qui existent et qui vont dire, en fait, si la personne va avoir une démence, et si elle va plutôt tendre vers l'Alzheimer. Ensuite, il y a des tests biologiques qui sont faits, mais là, ils sont pas mal invasifs, c'est-à-dire qu'on va faire une ponction lombaire, donc on va les récupérer dans la moelle épinière du liquide cérébrospinal, et on va essayer de voir des marqueurs qui seraient augmentés, qui seraient diminués, pour essayer de voir si cette personne-là serait susceptible vraiment d'avoir la maladie. Mais c'est pas parce que tous les marqueurs tendent vers une augmentation, par exemple, qui traduit la maladie d'Alzheimer, que ces personnes-là ont la maladie. C'est pas un diagnostic sûr à 100%. C'est que la personne est très probablement Alzheimer, mais on sera pas sûr tant que post-mortem, on a récupéré le cerveau et qu'on a vu les marqueurs que je disais plus tôt. Est-ce que cette récupération du cerveau et cette analyse, c'est systématique chez les cas suspectés d'Alzheimer, ou c'est vraiment fait que dans le cadre d'études délimitées? C'est une très bonne question. J'ai pas forcément la réponse à celle-là. J'imagine que non, c'est pas forcément fait parce que tu dois avoir l'accord quand même de la personne, de la famille. Donc tout le monde n'est pas forcément d'accord pour que le cerveau dans la famille soit récupéré pour essayer d'analyser tout ça. Donc non, il n'y a pas une récupération du cerveau directement après, dans tous les cas. Alors non, effectivement, les autopsies de cerveau de personnes diagnostiquées de leur vivant avec Alzheimer ne sont pas systématiques. En revanche, j'ai trouvé que environ 5 à 15% des cerveaux provenant de personnes identifiées de leur vivant avec Alzheimer n'ont en fait pas Alzheimer, dépendant des études, mais d'autres formes de maladies dégénératives du cerveau ou d'autres types de démence. J'ai aussi découvert qu'au Québec, le don de cerveau n'est pas couvert par le petit collant derrière votre carte d'assurance maladie. Il faut donc s'enregistrer en tant que donneur auprès de centres de recherche universitaires, comme la banque de cerveau du centre de recherche Cerveau, qui s'écrit CERVO, de l'Université Laval. Même les personnes qui sont déjà atteintes d'Alzheimer peuvent s'y inscrire. C'est aussi possible de s'inscrire dans des études scientifiques pour faire avancer les connaissances sur Alzheimer d'autres manières. Puis donc, c'est quoi qui différencie Alzheimer de la démence? C'est quoi les signes qui mènent à penser à un médecin que quelqu'un a Alzheimer et pas simplement de la démence? En fait, c'est que déjà la démence et l'Alzheimer, en fait, l'Alzheimer est une forme de démence. Donc en fait, il y a plusieurs groupes de démence, il y a plusieurs maladies dans la démence, et l'Alzheimer représente la plus grande partie des démences, c'est-à-dire 170% des cas de démence. Et donc là, ce qui est difficile, c'est de différencier toutes les démences. C'est-à-dire qu'une personne qu'on va dire démente, ça va être difficile de lui dire tiens, c'est sûr qu'elle a l'Alzheimer. C'est probable, mais c'est difficile. Donc là, on va faire plus des tests. Comme je disais plus tôt, c'est des tests biologiques en récupérant le liquide cérébrospinal, en essayant d'aller voir des marqueurs qui sont différenciés par rapport à d'autres démences. Il y a d'autres démences qui existent, qui sont comme la démence frontotemporale. C'est aussi une démence qui est assez connue, mais qui reste minoritaire par rapport à la maladie d'Alzheimer. Donc je dirais que, en gros, la maladie d'Alzheimer est une démence, mais une démence n'est pas forcément la maladie d'Alzheimer. C'est un peu ça la différence, c'est-à-dire que, c'est à peu près ça. Puis donc c'est quoi Alzheimer? Comment ça se présente? Les premiers symptômes de la maladie, en fait, vont être surtout des pertes de mémoire. C'est là où on va dire, on va commencer à suspecter que la personne a la maladie d'Alzheimer. Donc elle va avoir des pertes de mémoire. Au début, ça va être des petites pertes de mémoire.
Et c'est à peu près comme ça, ou des oublis comme, je vais prendre une anecdote qui était pour un membre, enfin, de ma famille un peu éloignée. En gros, comme signe, elle était allée elle était allée dans un centre commercial, puis elle avait acheté une machine à laver. Et donc elle est revenue chez elle, il y avait son mari, et du coup il y a le livreur de la machine à laver qui arrive et qui dit bah voilà, vous avez commandé une machine à laver, je viens vous la livrer. La personne de ma famille dit non, j'ai jamais commandé de machine à laver, et pourtant elle l'avait bien commandée et elle en avait déjà une à la maison. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal insigné avant-coureur, c'est des gros oublis de mémoire à court terme surtout en fait qui font ça. C'est pas forcément la mémoire à long terme aussi qui va être touchée. Pour reprendre aussi, c'est deux choses différentes, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. C'est-à-dire le long terme, ça va être se souvenir des personnes qu'on a vécues ou avec lesquelles on a vécu tout le temps. Et le court terme, ça va être des choses épisodiques qu'on va oublier du jour au lendemain, ça peut être des choses qu'on oublie comme, je sais pas, ce qu'on a un peu mangé ou ce qu'on a mangé le midi ou etc., etc. Donc c'est pas mal, mais c'est pas mal difficile là de vraiment mettre quelque chose, de mettre un symptôme dessus parce que avec le vieillissement, les pertes de mémoire augmentent, mais c'est pas forcément parce qu'on a des pertes de mémoire qu'on a aussi l'Alzheimer. C'est vraiment une combinaison des pertes de mémoire qui sont vraiment anormales, si tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Puis donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand Alzheimer se manifeste? Dans le cerveau, ce qui est principalement touché, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe. On appelle ça l'hippocampe parce que, tout bêtement, ça ressemble à un hippocampe comme dans la mer. C'est tout petit, et en fait, on le retrouve atrophié, donc c'est-à-dire il diminue en taille et en volume. Et cet hippocampe-là, en fait, il est responsable de ce qu'on appelle l'encodage de la mémoire. C'est comme, j'aime bien utiliser cette analogie, c'est comme, en fait, quand on envoie une lettre au facteur, c'est comme un peu le centre de tri. C'est-à-dire qu'on envoie une information quand on le met dans la boîte aux lettres, on le met au centre de tri, et là, ça permet de trier, de redispatcher l'information à différentes maisons et tout ça. Et donc, c'est un peu l'hippocampe qui va permettre d'encoder la mémoire et de permettre de le stocker à différents endroits. Et cet hippocampe-là est atrophié, donc ça va diminuer la capacité à consolider des souvenirs. L'autre chose, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a aussi une mort des neurones. Et cette mort des neurones, en fait, elle va conduire à ce que la mémoire va se perdre au fil du temps. Parce que, en fait, pour avoir un souvenir, on a comme un circuit entre les neurones qui se fait. Sauf que si on interrompt ce circuit avec des neurones, à ce moment-là, le courant ne passe plus, en fait, entre les neurones. Et du coup, on a une perte de mémoire à ce niveau-là. C'est à peu près ça qui se passe, en fait, dans la maladie. C'est qu'on va avoir une perte de mémoire due à la mort de nos neurones, mais aussi parce que on a beaucoup moins d'encodage qui se fait comme à cause de l'atrophie de l'hippocampe. Ok. Puis qu'est-ce qui cause ça? C'est une très très bonne question à laquelle peu de gens ou pas de gens ont la réponse. En fait, c'est qu'on ne sait pas trop la cause de la maladie d'Alzheimer à l'heure actuelle. On connaît beaucoup de facteurs de risque, mais la cause de la maladie, on la connaît pas vraiment. Les facteurs de risque qu'on peut connaître, c'est comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 3, le diabète de type 2 plutôt, mais on considère la maladie d'Alzheimer comme un diabète de type 3, donc des fois c'est appelé un peu comme ça. Ok. Ouais, en fait, on va connaître beaucoup de facteurs de risque, mais on va pas savoir qu'est-ce qui va réellement causer la maladie. À quel moment, en fait, on peut dire, tiens, il y a un déclic, un basculement pour dire, on passe dans la maladie d'Alzheimer. Ça, on le sait pas exactement. Ok. Ça me paraît fou quand même. Est-ce que, par exemple, on peut pas voir chez des personnes dont on savait pas encore qu'elles avaient Alzheimer, pendant une autopsie, est-ce qu'on peut constater que quelque chose avait déjà commencé à se dégrader? Je sais pas. C'est juste, j'ai du mal à comprendre comment on peut ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. En fait, oui, on sait ce qui se passe, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas te dire c'est la cause. On peut pas dire que c'est ça qui va permettre de déclencher la maladie. C'est-à-dire qu'on voit des événements biologiques comme l'augmentation, comme je disais plus tôt, de l'expression de tau, l'augmentation de plaques qu'on dit amyloïdes, qui est donc l'agrégation du peptide amyloïde bêta. Mais ça, on le voit, ça, on sait, c'est connu dans la littérature qu'on le voit dans la maladie. Sauf qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si ça, c'est la cause de la maladie réellement, et si c'est pas plutôt une conséquence de la maladie. C'est pour ça que c'est difficile de différencier, en fait, à l'heure actuelle,
ce qui est la cause de la maladie et ce qui est la conséquence. C'est qu'on ne sait pas en fait ce qui se passe, c'est-à-dire que souvent en fait c'est difficile de dire à quel moment se déclenche la maladie. Est-ce que c'est peut-être pas au premier symptôme en fait de perte de mémoire, c'est-à-dire que la maladie elle peut se déclencher en fait juste au niveau biologique bien avant 5 ans ou 10 ans avant, sauf qu'on va pas le voir parce que ça va pas se traduire par des symptômes comme la perte de mémoire. Mais dans le cerveau, oui, en fait, peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait et on le sait pas encore exactement. Mais les scientifiques ont quand même identifié des gènes qui augmentent la chance, la malchance d'avoir Alzheimer. Alors, qu'est-ce que codent ces gènes? Parce que on les a identifiés, donc on sait qu'est-ce qui cause. Ouais. Je vais aller même plus tôt, c'est qu'il y a 2 types de maladies d'Alzheimer. C'est qu'il y a une maladie dite familiale qui représente peut-être 5%, 1 à 5% des malades de la maladie d'Alzheimer. Et la maladie qu'on dit sporadique qui représente 95 à 99% des personnes atteintes de la maladie. Pour le cas familial, en fait, ça va être vraiment des mutations qui sont sur ce qu'on appelle l'APP, Amyloid Precursor Protein. Et en fait, ces mutations-là vont produire l'amyloïde bêta, que je disais précédemment, en grande quantité. Et elles vont produire des... Elle essaye de me corriger si je dis des bêtises. Donc, en fait, elles vont produire du peptide amyloïde en grande quantité et donc ça va induire des plaques. Et là, on sait que chez ces personnes-là, la maladie arrive en fait plus tôt, vers 40, 30, 40, 50 ans. Et chez ces personnes-là, en fait, on sait que la mutation va causer l'Alzheimer. Tu sais, c'est pas un facteur de risque. C'est qu'on sait que ces personnes qui vont avoir ces mutations-là vont avoir l'Alzheimer. Il y a très peu de chances que ça n'arrive pas. Par contre, dans la maladie d'Alzheimer sporadique, là, ça va vraiment être des facteurs de risque. C'est-à-dire que il y a beaucoup de facteurs de risque. Comme je disais précédemment, il y a le vieillissement, mais il y a un autre facteur de risque qui est peut-être le plus important. C'est la présence d'un allèle qui est un allèle de l'APOE, l'APOE4. Et en gros, un allèle, c'est un gène, en fait, ça a 2 allèles. Et un allèle, qui est l'allèle E4, est en partie un des grands facteurs de risque de la maladie. C'est-à-dire qu'on a vu qu'une personne qui a cet allèle-là a plus de chances d'avoir la maladie qu'une personne qui a l'allèle, il existe aussi l'allèle E2 et E3, qu'à l'allèle E2 ou 3. Puis une personne qui a ces 2 allèles-là a beaucoup plus de chances de développer la maladie. Donc ça a été vu. Sauf que c'est là où c'est difficile à faire comprendre aux gens, c'est-à-dire que facteur de risque ne veut pas dire qu'on va l'avoir. C'est-à-dire que c'est pas parce que on a cet allèle-là qu'on va avoir la maladie. Et du coup, en tout cas, l'allèle E4, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des différences entre le E2, E3 et E4, et en gros, chacun de ces allèles-là exprime une protéine. Et ces protéines-là, en fait, vont jouer un peu le rôle de transporteur du peptide amyloïde bêta, pour essayer de le faire sortir du cerveau, pour essayer, en fait, de l'éliminer. Ça va permettre d'éliminer le peptide. Et on voit que l'affinité, en gros, la capacité à lier ce peptide-là, diminue plus on augmente dans l'allèle. C'est-à-dire que l'allèle E2, il va beaucoup plus lier le peptide que l'allèle E3 et que l'allèle E4. Donc, ça pourrait jouer un rôle là-dedans, c'est-à-dire que, vu qu'il lie moins le peptide, et forcément, il va le laisser dans le cerveau. Il va pas essayer de l'éliminer du cerveau pour le mettre dans le sang et après l'éliminer. C'est pas mal d'hypothèses encore. On est quasiment sûr que c'est ça, mais ouais, c'est ça. Ok. Il y a quelques années, j'ai fait un test 23andMe avec le côté santé des choses. Puis ça m'a dit que j'avais comme une mutation sur E4, mais que j'étais pas à risque accru d'Alzheimer. J'avais pas les mutations sur E2 et E3. Et est-ce que donc, si on a une mutation que d'un côté de notre famille, est-ce que c'est récessif par rapport, je sais pas, parce que ça me disait que sur E4, si j'ai une seule mutation, c'est pas à risque accru. Est-ce que j'ai besoin que ça vienne des 2 côtés de ma famille, par exemple? En fait, j'avais vraiment tort, j'ai E2 et E3, donc je suppose que c'est juste ma peur d'avoir eu E4 qui a parlé. En fait, c'est un peu, c'est quelque chose un peu, dirons que c'est cumulatif. C'est si tu as les 2, c'est sûr que t'as plus de chance. Si t'en as un, t'as moins de chances de l'avoir. C'est pas parce que t'en as un que t'as plus, en gros, c'est comme, t'as un allèle, tu vas avoir moins de chances de l'avoir que si t'en as 2. Ok. C'est à peu près ça. Donc, c'est sûr que si t'as les 2 côtés de la famille qui l'ont et tu vas l'avoir, c'est un facteur de risque qui est augmenté.
Puis c'est quoi la prévalence de ces allèles-là dans la population? L'allèle 2 est en petit nombre. Principalement, les gens ont E3, il me semble. Ensuite, c'est E4 et puis c'est E2. L'ApoE2 est présent dans 7 à 8% de la population générale, E3 dans 75 à 80%, la plus fréquente, et E2 dans 10 à 15%. L'allèle E4 est connu comme étant le principal facteur de risque génétique de la forme sporadique, non familiale, de la maladie d'Alzheimer. C'est les combinaisons entre ces allèles qui ont le plus d'importance. E3 et E4, 15% de la population générale, auraient un risque de développer la maladie 3,2 fois supérieur à celui des gens qui ont E3-E3. Les porteurs homozygotes E4-E4 représentent 2% de la population générale et auraient quant à eux un risque 11,6 fois supérieur aux personnes qui ont E3-E3. L'allèle E2 serait quant à lui un allèle protecteur puisque les porteurs E2-E3, comme moi, auraient un risque de développer la maladie légèrement inférieur aux non-porteurs. Ok. Est-ce qu'on teste les gens qui ont Alzheimer pour savoir s'ils avaient ces allèles-là? Ça dépend des gens, en fait. On le sait plus quand ils font partie d'une étude clinique, parce qu'il y a beaucoup d'études cliniques pour essayer d'aller observer les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, pour essayer de voir la proportion qu'il y a de personnes qui ont l'allèle E4, par exemple. Donc c'est plus les gens qui vont être dans les études cliniques, oui, eux vont être testés, parce que à l'heure actuelle, en fait, ça fait partie de... C'est quelque chose qui est sûr, que c'est un facteur de risque. On doit essayer de différencier les gens qui ont la maladie d'Alzheimer via l'allèle E4 ou via l'allèle E3 ou via l'allèle E2. Donc c'est plus les gens qui sont dans des grandes cohortes scientifiques qui vont être testés à ce niveau-là. Après, une personne lambda à qui on diagnostique la maladie d'Alzheimer, je pense que non, on va pas le faire parce que la personne a déjà la maladie. Donc c'est pas la peine d'aller essayer de trouver quelque chose comme ça. Ok, mais donc est-ce que ça ferait pas du sens de tester la famille des gens qui ont Alzheimer pour essayer d'identifier ces allèles-là puis pouvoir agir en amont? Alors, ça aurait du sens si on avait à l'heure actuelle un traitement sûr et curatif. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement qui fonctionne de la maladie. C'est aussi un côté, quelque chose éthique. J'avais lu une interview d'une personne qui s'appelle Jude Poirier, qui est un chercheur en neurosciences qui travaille à Montréal, qui travaille à McGill et qui a découvert par exemple l'allèle E4. C'est une des personnes qui a découvert l'allèle E4 il y a 20 ans, 25 ans. Et lui disait bien que bah oui, en fait diagnostiquer tout le monde avec l'allèle E4, ça serait compliqué à l'heure actuelle parce que on pourrait dire à quelqu'un qu'elle a un facteur de risque, mais est-ce que c'est pas un peu difficile de lui dire ça alors qu'il n'y a pas de traitement curatif? C'était pareil, il disait la même chose pour, c'est bien d'essayer de trouver des tests cliniques sûrs pour diagnostiquer la maladie, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème éthique derrière parce que on va dire à la personne, ok, tu vas avoir l'Alzheimer, mais on n'a pas de traitement pour toi. Ouais. Mon père, par exemple, sa mère avait Alzheimer, mais lui, il veut pas savoir s'il est à risque parce qu'il sait qu'il y a rien à faire, puis ouais, il veut pas savoir, quoi. Ouais, mais c'est ça, je comprends. En fait, tu vas le vivre aussi pas mal différemment, de savoir si tu as un risque de l'avoir. Et c'est pareil, ça reste un risque. C'est-à-dire que le risque veut pas dire que tu vas l'avoir. Donc, ouais. Mais je comprends, la différence est assez difficile, mais je comprends que ce soit compliqué. Mais pareil, il y a pas mal de gens qui critiquent aussi les tests géniques là qui sont faits, tu sais, que tu achètes sur Amazon, ce que tu as peut-être fait, mais parce que justement ils vont très loin dans l'analyse et que c'est pas des scientifiques qui font ça et ils sont pas rattachés à un médecin qui vraiment vérifie le test à 100%. C'est que les tests sont pas non plus fiables à 100% qu'ils font. Donc c'est compliqué. C'est un peu ils marchent un peu sur des œufs en faisant ça parce que ils vont dire à quelqu'un alors que le test n'est pas sûr alors que leurs tests ne sont pas sûrs à 100%, ils vont dire à quelqu'un tu as l'allèle 4 alors qu'il n'y a pas de suivi médical derrière et tout ça. Donc ça aussi ça rentre un peu dans quelque chose un petit peu obscur. Ouais, c'est ça. Ces allèles-là sont présentes autant chez les femmes que chez les hommes, hein? Ouais, exactement. Il y a pas une question de différence à ce niveau-là. Mais alors pourquoi les femmes sont plus à même de développer Alzheimer? Il y a une raison sûre de ça. C'est en gros le vieillissement de la population. Quand on regarde l'espérance de vie chez les femmes est plus importante. Et un des facteurs de risque, c'est le vieillissement. Donc forcément, vu qu'il y aura plus de femmes âgées que d'hommes âgés, il va y avoir une plus grande proportion de femmes qui vont l'avoir qu'une proportion d'hommes.
Après, il y a une autre, mais ça c'est plus une hypothèse à l'heure actuelle, c'est que le dérèglement hormonal dû à la ménopause pourrait en fait euh, créer un facteur de risque de la maladie plus important chez les femmes que chez les hommes. Mais à l'heure actuelle, ça n'a pas été démontré spécifiquement que c'est dû à ça. C'est sûr que le vieillissement joue un rôle, puisque comme je te disais, l'espérance de vie est différente. Mais pour le dérèglement hormonal, c'est une hypothèse qui est pas mal en train d'être vérifiée, mais ça reste aussi un peu un des mystères pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes. Parce qu'en effet, il y a plus de femmes que d'hommes et c'est connu. Ok, ça serait fou quand même que quelque chose qui se passe dans ta quarantaine ou dans ta cinquantaine comme provoque Alzheimer comme Ouais, 20-30 ans plus tard, quoi. Mais c'est ça, c'est que t'as des choses qui vont se passer, ouais, c'est peut-être, le développement de la maladie se fait peut-être sur 10-20 ans avant que t'aies les premiers symptômes. C'est fou. Ok. Puis, c'est comme, parce que justement, ce développement de la maladie est si progressif, j'ai même du mal à comme parler de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'on peut pas dire que c'est quelque chose qui s'attrape. Est-ce que c'est quelque chose qu'on dit qui se développe? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît? Comment on parle de ça? Je dirais le développement de la maladie, c'est plus un développement de la maladie, c'est-à-dire que c'est pas dès que tu l'as, tu vas avoir les premiers symptômes, c'est t'as vraiment un développement de la maladie. Quand ils font les tests écrits neuropsychologiques là, ils diagnostiquent les personnes et la plupart disent bon soit c'est un mild cognitive impairment, donc des problèmes cognitifs moyens en gros, mais à ce moment-là on va dire que la personne a une démence. Mais derrière, en fonction des autres scores, des scores qu'il y a aussi, on peut dire que la personne a un Alzheimer léger, modéré ou clairement avancé. Donc déjà dans la maladie, il y a une avancée de la maladie et il y a plusieurs stades dans la maladie en fonction du début de la maladie et de la fin de la maladie. Parce que même au début de la maladie, une personne, si on lui dit qu'elle a Alzheimer, elle va avoir consciente qu'elle a Alzheimer. Alors qu'à la fin, elle n'a pas du tout conscience qu'elle a Alzheimer, elle a oublié qu'on lui avait diagnostiqué ça la plupart du temps. Donc il y a ça aussi dans ce développement de la maladie, de la conscience de la maladie. Ok. C'est bizarre. Moi, mes deux grand-mères, en tout cas, quand elles ont été diagnostiquées, elles étaient toutes les deux comme au début, milieu de la maladie, puis toutes les deux, elles refusaient d'accepter qu'elles avaient Alzheimer, en tout cas. Mais c'est sûrement des cas isolés, puis c'est anecdotique, mais les deux n'acceptaient pas ça, quoi. Après, ouais, elles peuvent accepter, enfin, disons que elle a la capacité d'avoir conscience de la maladie, mais c'est difficile aussi, pour quelqu'un à qui on dit tu as l'Alzheimer, de le dire oui, ok, j'ai l'Alzheimer, de le conscientiser, d'être sûr que tu l'as. C'est difficile parce que c'est quand même quelque chose qui joue sur la mémoire, le cerveau, et qui joue sur des souvenirs de 50, 60 ans, et on a peur, en fait, cette maladie, elle fait un peu peur aussi, hein. Moi, je sais que ça serait un des trucs ça me ferait vraiment peur qu'on me dise, tiens, t'as la maladie, j'essaierais de trouver d'autres raisons qui feraient que, non, c'est pas vrai, d'expliquer de manière différente, je pourrais pas, j'arrive pas à trouver mon mot, mais je pourrais pas le... Non, c'est terrifiant. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, comme on oublie des choses, est-ce qu'on peut aussi oublier des choses qui sont instinctives, comme respirer ou comment digérer, et est-ce que ça peut causer la mort? Ouais, il y a des gens, en fait, qui peuvent, en fait, oublier des choses, ouais, un peu automatiques. Enfin, tu sais, juste le contrôle de la vessie, perdre de la motricité. Il y a des cas de décès, en fait, la plupart du temps, les malades d'Alzheimer meurent de leur maladie parce qu'ils oublient des choses, enfin, ils oublient de manger, ils oublient, enfin, toutes ces choses-là de la vie quotidienne commencent à être oubliées petit à petit. Mais, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens, quand on fait le certificat de décès, on dit pas qu'ils sont morts de l'Alzheimer, le nombre de personnes qui décèdent de l'Alzheimer est pas mal sous-estimé, je pense, parce qu'on dit pas forcément que c'est l'Alzheimer qui a causé ça. On dit plus, ok, elle a oublié de manger, c'est juste ça, des problèmes de déglutition et tout ça. Ok. Est-ce que tu penses qu'on va découvrir un remède pour Alzheimer bientôt ou un jour? Je l'espère en tout cas. C'est clair qu'il y a les grandes industries pharmaceutiques sont dessus, ils font plein de tests. Et le problème à l'heure actuelle, c'est plus que les tests fonctionnent très bien chez les animaux, chez les souris. Ils font les choses et ça marche bien. Sauf que chez l'humain, les résultats probants qui sont chez les animaux ne sont pas vus chez l'humain. En fait, et c'est ça, à l'heure actuelle, un des soucis. Une des explications de ça, c'est que souvent, en fait, le modèle animal n'est pas représentatif vraiment à 100% de l'humain et de ce qui se passe chez l'humain. Donc, c'est aussi ça, c'est que on n'a pas de modèle animal
topissime, qui fait exactement comme la maladie d'Alzheimer chez l'humain. Donc, on fait des tests, souvent, de médicaments, mais si ça marche chez la souris, ça veut pas dire que ça va marcher chez l'humain. Et c'est à l'heure actuelle aussi un des problèmes qu'il y a. Donc, il y a des choses, il y a des pistes qui sont pas mal étudiées, comme ce qu'on met, de mettre des anticorps contre le peptide amyloïde bêta, justement. Okay. Et mais à l'heure actuelle, une sorte de vaccin. Ouais, un peu, c'est une petite, ouais, on pourrait dire que c'est une sorte de vaccin, c'est ça. Et ils essayent de faire ça. Puis, à l'heure actuelle, ça marche pas encore, c'est pas assez probant pour que ce soit un médicament. Mais, okay. Mais ouais. J'espère que ça va marcher. C'est quoi les avenues, donc, qu'on regarde? Est-ce que c'est plutôt préventif? Genre, des thérapies géniques ou des trucs comme ça? Ou alors est-ce que c'est curatif? Est-ce qu'on cherche à attaquer ces protéines-là? Ou alors est-ce qu'on cherche à en prévenir la formation de certains éléments? J'y connais rien, là, je sonne sûrement comme une idiote, mais je veux dire, il doit y avoir plusieurs stades auxquels on essaye d'agir. Est-ce qu'il y a des études sur comme tous ces stades en ce moment? Mais il y a pas forcément il y a des études longitudinales qui sont faites pour voir si une personne va plus loin dans la maladie, enfin avance dans la maladie plus rapidement que d'autres personnes, ou moins rapidement que d'autres. Là, il y a ce genre d'études, mais il y a plus des études au niveau préventif, il y en a quand même beaucoup sur beaucoup de choses. Par exemple, il a été vu que les personnes qui habitent autour du bassin méditerranéen, donc ça prend... Yay tout autour J'habite plus là depuis 10 ans, mais... mais bon, tu vas voir, peut-être que tu fais le même régime, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont vu que peut-être que le régime méditerranéen, c'est-à-dire quelque chose avec beaucoup d'huile d'olive, des tomates, du poisson, et en fait, qui est aussi un régime riche en polyphénol, ce qu'on appelle en polyphénol, ça a des effets bien meilleurs sur des effets neuroprotecteurs en fait sur le cerveau. Donc dans sa globalité, mais aussi donc dans la maladie d'Alzheimer, il y a une proportion un peu moindre de gens qui ont l'Alzheimer autour de ce bassin méditerranéen. Et du coup, ça a pas mal été vu, et il y a pas mal de choses qui sont faites au niveau des polyphénols, notamment. Les polyphénols, c'est comme dans le vin, le thé, les poivrons? Dans le thé, je sais pas, mais je pense. Mais ouais, il y en a dans le vin, c'est sûr. Dans dans le raisin. Les poivrons, je ne sais pas, mais je pense. C'est ce qui donne pas mal la couleur aussi. Dans les bleuets, il y en a plein. Donc au Québec, il y a vraiment un gros marché au niveau des polyphénols. J'ai vérifié et les fruits sont très riches en polyphénols, notamment les petits fruits rouges, les litchis, le raisin, et donc le vin, l'abricot et la pomme. Le café, le thé, le chocolat et l'huile d'olive sont également très riches. Et les poivrons, parce que c'est des fruits. Donc j'avais pas tort. Est-ce que c'est un antioxydant? C'est exactement ça. C'est un antioxydant parce que dans le cerveau, ce qui se passe, notamment dans la maladie d'Alzheimer et dans beaucoup de maladies neurodégénératives, c'est il y a ce qu'on appelle un stress oxydatif. Donc en gros, dans le cerveau, chez une personne saine, il y a comme un équilibre là, sur une balance, il y a un équilibre entre des antioxydants et ce qu'on appelle des pro-oxydants qui vont être en capacité d'essayer d'attaquer des molécules biologiques comme l'ADN, les protéines, etc. Et dans une personne saine, donc, il y a à peu près égal, et du coup, les deux se contrent. Sauf que dans les maladies neurodégénératives, on voit aussi un stress oxydatif où il y a beaucoup plus de pro-oxydants, donc des molécules qui vont attaquer les molécules biologiques, et beaucoup moins d'antioxydants. Donc c'est pour ça que le fait de ramener des polyphénols et des antioxydants permettrait en fait de contrer cette balance et d'essayer d'arriver à un équilibre et de limiter les effets justement du stress oxydatif. Donc ça c'est aussi dans un effet préventif, ça marche. Enfin ça marche. Ça explique l'effet préventif des polyphénols et des antioxydants. Donc c'est quelque chose qui est expliqué au niveau du cerveau. Au niveau des études préventives aussi, je crois que c'est en Suède, mais je suis pas sûr au niveau du pays. Ils ont fait en fait 2 groupes de personnes dans une maison de retraite, 2 groupes de personnes âgées. L'une qui pratiquait du yoga de manière fréquente, peut-être 2-3 fois par semaine, et l'autre qui n'en faisait pas. Et ils ont vu que chez ces personnes âgées qui n'avaient pas l'Alzheimer à ce moment-là, il y avait plus de personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer quand elles faisaient pas de yoga. Nice. Que quand elles faisaient du yoga. Alors j'ai trouvé une étude américaine de 2016 sur le yoga et le déclin cognitif qui montre les bénéfices du yoga, mais même si l'étude est très citée, je trouve l'échantillon très insuffisant, considérant que seulement 14 yogis et 11 non-yogis ont complété l'étude sur 55 qui avaient débuté.
D'autres études avec seulement 9 participants atteints d'Alzheimer pour l'une et 19 pour l'autre et pas de groupe de contrôle ont aussi montré des bénéfices, mais ça reste très anecdotique à ce niveau-là. Toutes les études appellent à de plus grandes études avec des échantillons solides et des groupes de contrôle, mais en tout cas, j'ai pas trouvé de résultats pour de telles études. L'activité sportive, ça permet aussi de... ça a quelque chose, ça a un effet préventif. C'est pas parce qu'on fait une activité préventive, une activité sportive que on va pas avoir la maladie d'Alzheimer, mais en fait, on va limiter les risques de l'avoir. Mais c'est un peu comme toutes les maladies, c'est ça. C'est des effets préventifs qui permettent de diminuer le fait d'avoir la maladie. Ok. Bon, je vais peut-être vivre pendant 1000 ans, alors. Ah, si tu fais... Je fais du yoga tous les jours et je bois beaucoup d'huile d'olive. Alors, c'est parfait. Ok. Et est-ce qu'il y a des mythes ou des secrets de grand-mère qui se partagent sur l'Alzheimer qui sont comme pas vrais? C'est comme des conseils que les gens se donnent qui sont pas vrais? Ah, je sais pas trop. J'avoue que j'en connais pas tant que ça, je crois, des mythes de grand-mère que j'ai connus. Je dirais plus qu'il y a un truc, tu sais, mais ça, c'est beaucoup mes parents, tu sais, ou des personnes quand ils prennent un peu de l'âge, c'est ils oublient où ils sont leurs clés, donc ils vont dire je vais avoir l'Alzheimer, peut-être sur le ton de l'humour ou peut-être des fois pas. Mais c'est pas parce qu'on oublie où sont les clés qu'on va avoir l'Alzheimer. Les pertes de mémoire, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, j'oublie des fois où sont mes clés pendant quelques temps, et c'est pas pour ça que j'ai l'Alzheimer. C'est différencier en fait les pertes de mémoire. C'est pas parce qu'on a des pertes de mémoire qu'on va avoir l'Alzheimer forcément. Faut faire attention. Mais sinon, en termes de mythes de grand-mère, pour essayer, je connais pas. À l'heure actuelle, j'en connais pas. Je suis pas tombé dessus. Mais en fait, depuis quand on connaît Alzheimer? Depuis le début du XXe siècle. C'est que ça existait bien avant, mais on savait pas forcément mettre un mot dessus, et forcément aussi les personnes les personnes vieillissaient pas autant que ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les personnes vivaient pas jusqu'à 80 ans de manière assez aisée, mais c'est en gros comme dans beaucoup de maladies, c'est provenu de la personne qui a découvert chez une patiente en fait la maladie. C'est docteur Alois Alzheimer en fait, qui est allemand, et en fait qui a découvert chez une patiente après sa mort. Il a fait l'autopsie et il a vu en fait des anomalies, et comme je disais précédemment, c'est les plaques amyloïdes, donc qui sont dues au peptide amyloïde bêta, et une dégénérescence neurofibrillaire qui est due, elle, à l'autre protéine qui est tau. Et il a vu ces deux anomalies-là, et du coup, en fait, quelques années plus tard, ils ont dit on va appeler ça en hommage au docteur qui l'a découvert, on va l'appeler Alzheimer. Ok. J'ai l'impression dans le discours collectif que beaucoup de gens pensent qu'il y a comme une épidémie d'Alzheimer puis que ça augmente avec le temps. Est-ce que c'est vrai, ou alors est-ce que c'est justement l'augmentation de l'espérance de vie qui donne cette illusion? Est-ce que la pollution, les choses comme ça, pourraient avoir une influence aussi? Au niveau de la pollution, je pense pas. En tout cas, ça n'a pas été montré, même si ça peut être un minuscule facteur de risque. Mais c'est sûr que le vieillissement de la population fait que fatalement, il y a une augmentation de personnes qui vont avoir l'Alzheimer, et ça va augmenter. Il me semble que ça va doubler d'ici 2050, doubler ou tripler d'ici 2050 le nombre de personnes qui sont atteintes de la maladie. À l'heure actuelle, il y en a 37 millions, je crois, qui sont atteintes de la maladie. Il y a une personne toutes les 6 secondes, une personne, pardon, toutes les 6 secondes qui est diagnostiquée de la maladie, ce qui fait quand même pas mal dans le monde. Hein. Donc, oui, et donc, c'est ça, c'est le vieillissement de la population induit forcément une augmentation du nombre de personnes qui va être atteintes de la maladie. D'autre part, les maladies cardiovasculaires, le diabète, ça augmente aussi le risque de la maladie. Et ça, on a vu aussi qu'avec l'industrialisation et les produits transformés, il y a une augmentation aussi du nombre de cas de maladies cardiovasculaires, de diabète. Donc ça aussi, ça joue un rôle aussi là-dedans, forcément. C'est que si ces facteurs de risque-là, si les personnes qui sont atteintes de ces maladies-là augmentent, forcément, ça augmente fatalement aussi le nombre de personnes qui pourraient être atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Tout à l'heure, tu m'as dit que parfois Alzheimer était considéré comme le diabète de type 3. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Et est-ce qu'il y a un lien avec le glucose et l'insuline? Ouais, en fait, au niveau de l'insuline, c'est que on voit en fait dans le cerveau, on appelle ça de diabète de type 3 parce que il y a pas mal de similitudes qu'on observe au niveau dans le diabète et dans la maladie d'Alzheimer, comme
la résistance aux récepteurs à l'insuline, qui est vue chez des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. On voit cette même résistance qui est vue aussi dans le diabète, mais qui est aussi vue dans la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est des choses qui sont pas mal similaires. Il y a le stress oxydatif. Donc, c'est pas mal de choses. D'ailleurs, moi, ce que j'utilise une toxine pour mimer la maladie d'Alzheimer chez mes souris. Une toxine, je l'injecte dans le cerveau, mais quand elle est injectée, en fait, en périphérie, dans le sang, elle provoque le diabète. Donc, j'utilise la même toxine, sauf que quand c'est dans le cerveau, ça induit des similitudes de la maladie d'Alzheimer, et quand je l'injecte en périphérie, ça induit un diabète. Donc, il y a pas mal de similitudes à ce niveau-là. Ok, donc toi, c'est cette toxine sur laquelle tu te spécialises dans le cadre de ta thèse? Je me spécialise pas sur la toxine, c'est juste une méthode pour induire l'Alzheimer. Moi, je me spécialise plus dans la protéine que j'étudie, qui est la polypoprotéine D. Et en fait, je regarde chez les souris qui ont la protéine ou qui ne l'ont pas. J'essaie de voir des différences au niveau de la mémoire chez ces souris-là. Pourquoi tu as choisi cette protéine? J'ai choisi cette protéine. C'est une apolipoprotéine. C'est pas la polypoprotéine E, c'est la polypoprotéine D. Elle est moins connue, mais en fait, on voit que elle augmente chez les patients atteints de la maladie au niveau du cerveau. On sait pas trop pourquoi, parce qu'elle pourrait avoir un rôle en fait neuroprotecteur dans la maladie. Donc l'objectif, c'est de comprendre déjà, d'être sûr qu'elle a un rôle neuroprotecteur et de comprendre plus tard, moi c'est pas ce que j'ai fait, mais de voir si elle a un impact dans la maladie et pour voir pourquoi elle est pas efficace forcément dans la maladie si elle est augmentée. Moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt son rôle dans la mémoire. C'est-à-dire que si on enlève la protéine, est-ce que lorsqu'il y a l'Alzheimer, on a une proportion à avoir l'Alzheimer qui est plus importante. Et c'est plus ou moins ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu que quand il n'y avait pas d'ApoD chez mes souris, et qu'on injectait la toxine qui induit en fait, des déficits cognitifs, les déficits cognitifs étaient bien plus importants chez les souris qui n'ont pas l'ApoD, la polypoprotéine D. Et donc, ce qui voudrait dire qu'elle aurait vraiment un effet neuroprotecteur. Ok. J'ai vu que à l'INRS, il y avait une équipe qui travaillait sur la possibilité de nanoparticules, pour passer la barrière sans cerveau. C'est l'équipe dans laquelle je suis, chez le professeur Charles Ramassamy, donc je peux t'en parler. Oui, explique-moi, parce que je suis curieuse de comment ça marche. Mais là, l'objectif, en fait, l'objectif à très 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 long terme, c'est essayer de trouver un médicament pour essayer d'amener le médicament directement à la barrière hémato-encéphalique, pour qu'il arrive dans le cerveau. Parce un des problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est que si on prend un médicament, comment il arrive jusqu'à la barrière pour rentrer dans le cerveau. C'est-à-dire que ça peut être pris dans l'estomac, pris dans le foie, et que c'est compliqué d'amener un médicament jusqu'au cerveau sans qu'il soit dégradé à 100%. Donc l'objectif en fait de ces nanoparticules, ça va être en fait d'essayer de jouer le rôle de transporteur pour qu'elle arrive jusqu'à la barrière pour ensuite délivrer le médicament qui est à l'intérieur. C'est un peu une des cibles qu'on a avec cette étude-là, ça va être de permettre en fait de délivrer le médicament, vraiment c'est de délivrer le médicament directement dans le cerveau sans qu'il soit forcément dégradé avant le passage de la barrière. Donc ton équipe attaque vraiment Alzheimer sous tous les fronts. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Il y a aussi du coup des études au niveau je dirais au niveau de la détection de la maladie, pour essayer de voir en fait s'il n'y a pas une meilleure solution que juste faire comme je disais, on n'est pas sûr à 100% que la personne soit Alzheimer, mais on fait une ponction lombaire chez des patients pour voir s'il y a des marqueurs qui sont augmentés ou diminués, comme c'est dit dans la littérature. Sauf que faire une ponction lombaire, à la fois pour le patient, c'est quand même quelque chose qui est assez invasif et c'est assez difficile à faire. Et je sais pas, mais je sais qu'en France, c'est seulement les médecins qui font des ponctions lombaires et pas les infirmières. Au Québec, je ne sais pas, j'avoue, mais... Oui, les infirmières peuvent faire des ponctions lombaires au Québec. Ça demande quand même quelque chose qui est assez difficile, et travailler avec la moelle épinière, on peut risquer de paralyser la personne. Même si c'est faible, le risque, ça prend ce risque-là. Donc là, l'objectif dans mon équipe, c'est d'essayer de voir, en fait, juste dans le plasma, dans le sang, pour essayer de diagnostiquer, en fait, trouver des marqueurs, des biomarqueurs qu'on appelle, qui pourraient être augmentés ou diminués dans la maladie, et qui permettrait en fait de diagnostiquer la personne juste avec une prise de sang, au lieu d'essayer de faire une ponction lombaire qui est beaucoup plus invasive, essayer juste avec le sang de diagnostiquer si la personne elle a atteinte ou non de la maladie. Donc c'est juste pour essayer de diminuer le côté invasif du diagnostic.
Comment ça se passe dans le monde de la recherche sur l'Alzheimer? Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs au Québec et au Canada? Est-ce que vous communiquez beaucoup avec des chercheurs à l'international? Comment se passe le partage des connaissances? Ouais, le partage des connaissances au niveau international, il est pas mal au niveau des congrès. J'ai eu la chance d'aller à un congrès international il y a 5 ans. J'avais l'impression, d'un coup, je me suis senti déjà beaucoup moins seul. C'est-à-dire que c'était fou. On avait une salle, j'ai l'impression que c'était le Centre Bell, mais avec que des chercheurs qui travaillaient sur la maladie d'Alzheimer. C'était assez dingue, c'était fou. T'avais un speaker qui était à 100 mètres et je trouvais ça dingue. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille sur la maladie d'Alzheimer, ce qui est pas mal rassurant. Il y a aussi forcément des fonds qui augmentent sur la maladie parce que c'est une maladie qu'on connaît très peu encore à l'heure actuelle et que les nombres de personnes atteintes augmentent. Donc, la communication se fait pas mal au niveau des congrès et essayer d'aller voir la recherche des autres. Au niveau du Canada, il y a certains aussi congrès qui sont juste spécifiques au Canada, et comme au niveau du Québec, il y a aussi des congrès qui sont propres au Québec et des petits symposiums qui permettent de discuter entre nous des recherches des uns des autres. Et au Québec, on est quand même pas si mal, et même à Montréal, l'UDEM et McGill sont vraiment bons en neurosciences, et il y a quand même du beau monde qui travaille, comme je disais précédemment, le Jules Poirier, qui à 25 ans a trouvé la peau au niveau de la maladie d'Alzheimer, c'est une découverte montréalaise. Donc c'est quand même quelque chose. Ok. Puis c'est quoi les spécialités qui travaillent sur Alzheimer? Est-ce qu'il y a juste des neuroscientifiques? Il y a des neuropsychologues forcément, mais là c'est un volet que je connais un peu moins. Mais dans les neuroscientifiques, oui, il y a vraiment beaucoup de monde, et il y a vraiment beaucoup d'aspects aussi de la maladie. À la fois, moi, je travaillais beaucoup sur le fondamental, c'est-à-dire essayer de travailler vraiment, d'aller vraiment très loin par rapport à l'appliquer. Mais dans mon équipe, il y en a qui travaillent au niveau du diagnostic, ce qui est beaucoup plus appliqué que ce que je fais. Il y a des gens qui travaillent au niveau du curatif pour essayer de comprendre. Il y a des gens qui travaillent aussi au niveau, au niveau des sciences sociales pour essayer de comprendre comment un malade et son cercle social est affecté par la maladie. Essayer de comprendre des études au niveau de sciences sociales. Donc il y a vraiment tous les aspects dans cette maladie-là qui sont étudiés. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Même aussi voir si faire du kiné aide à réduire la maladie, faire ce genre de choses. Il y a beaucoup d'études qui sont faites à ce niveau-là, et il y a beaucoup de recherches. Ouais, puis j'imagine qu'il y a quand même pas mal de fonds parce que le coût pour la société d'Alzheimer doit être énorme. C'est sûr. Parce que ça demande beaucoup d'aidants aussi pour essayer de s'occuper de ce genre de s'occuper de patients qui sont atteints de la maladie, et des patients qui sont formés, parce que s'occuper d'un patient d'Alzheimer, c'est pas facile du tout. Donc ouais, ça a un coût forcément pour la société. Donc oui, c'est important. Puis pour les sciences, c'est sûr que avoir une maladie qui touche autant de personnes, mais de pas avoir de remède ou de comprendre la maladie, c'est quand même un enjeu auquel il faut répondre durant les prochaines années. Ok. Une question que je me posais hier, puis que je suppose s'applique aussi aux gens qui font des recherches sur le cancer, puis tout ça. Mais est-ce que si demain on trouve un remède pour la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que vont faire tous les scientifiques qui travaillaient là-dessus? Ah, c'est vrai, c'est une bonne question. Comme je te disais déjà précédemment, il y a plusieurs. Faudrait qu'on découvre tout de l'Alzheimer pour que tous les gens qui travaillent sur l'Alzheimer arrêtent de travailler dessus, parce que il faut quand même comprendre ce qui se passe dans la maladie pour essayer peut-être d'améliorer le médicament en essayant de trouver d'autres choses. Essayer d'augmenter, de mieux comprendre la détection de la maladie. Donc c'est déjà 2 volets qui resteraient encore à combler. Mais dans on pourrait aller sur d'autres maladies neurologiques. Il y a la démence frontotemporale, il y a la maladie de Parkinson, entre autres. Il y a vraiment beaucoup d'autres maladies neurologiques qui sont connues et dont on a encore de la misère pour comprendre tout ce qui se passe au niveau. Mais ça reste, je pense, pas mal à cause du cerveau qu'on a du mal à essayer d'atteindre au niveau du vivant. Ok. Mes petites questions de conclusion, alors. Est-ce qu'il y a des mythes sur Alzheimer que tu aimerais démonter? Éviter de penser que quand on a une perte de mémoire, c'est dû à l'Alzheimer, alors que c'est pas forcément. Toutes les personnes lambda avec le vieillissement vont avoir plus ou moins des pertes de mémoire, mais pas plus que ça. J'essaye de me rappeler ça à chaque fois que mon père radote un petit peu. Je suis comme, non, c'est pas Alzheimer, il a 72 ans. Toutes les personnes. C'est juste radoter. C'est ça, les personnes qui Pardon, radotent. papa. Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la représentation d'Alzheimer dans la fiction, à la télé, dans des films?
J'ai pas vu tout ce qui se passe au niveau des films sur la maladie d'Alzheimer, mais j'en ai vu quelques-uns. Je sais que j'ai pas vu Still Alice, mais je sais qu'apparemment celui-là représente pas mal ce qui se passe au niveau de la maladie. Enfin, j'y ai pensé hier. C'est la série This Is Us, je trouve, reprend. Bah, attention, spoiler. Mais quand il diagnostique la mère au niveau de la maladie. Fuck. Ah merde. Non, t'inquiète pas, j'ai arrêté de regarder il y a quand même quelques années, puis j'en suis pas arrivée là. Ok. Bah, après, c'est pas forcément un gros spoiler, hein. Mais ouais, en gros, elle est diagnostiquée, mais je trouve que tout ce qui est construit autour, c'est-à-dire que la mère qui revendique pas trop le fait d'avoir l'Alzheimer, qui a du mal à, à l'accepter, en fait, à accepter cette maladie-là, c'est pas mal bien joué à ce niveau-là. Puis, Ok. je sais qu'il y a un film d'Anthony Hopkins qui est sorti, avec Anthony Hopkins dedans, qui est sorti il y a 1 ou 2 mois, il me semble, dans les salles de cinéma, quand c'était pas encore ouvert, mais il me semble c'est un bon film qui est sorti, je l'ai pas vu, donc je suis pas sûr. Ok. Le film s'appelle The Father et a un score de 8,3 sur IMDb, donc bah, ça a l'air assez bon. Mais il y a un autre film qui m'est venu en tête, c'est un film français, parce que j'aime beaucoup les films français. C'est un film qui s'appelle Floride avec Jean Rochefort, qui est sorti il y a 5-6 ans et qui reprend en fait le personnage qui joue Jean Rochefort a la maladie d'Alzheimer, puis il oublie pas mal de choses. Donc c'est à la fois attendrissant parce qu'on le voit un peu perdre la mémoire et tout ça, et on voit un peu le lien qu'il a avec sa fille. Donc je trouve ça aussi intéressant, plus pour voir un peu l'affect que ça a sur le cercle social à côté. Mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est quand même pas mal bien représenté. Puis c'est difficile de jouer avec ça sans aller trop loin aussi. Donc je trouve que pour le moment, c'est pas mal bien joué. Qu'est-ce que tu préfères à propos de ton travail? Ce que j'aime, ton travail. de mon doctorat, ce que j'aime beaucoup, bah déjà, c'est comme je le disais précédemment, c'est de travailler sur une maladie qui touche beaucoup de gens, mais dont on connaît pas beaucoup de choses. Donc ça reste que ce qu'on va trouver va être inconnu. J'aime beaucoup essayer de chercher l'inconnu et d'essayer de comprendre les choses. L'interprétation aussi des résultats, j'adore ça. C'est-à-dire essayer d'inventer. Pour moi, c'est un peu essayer de créer une histoire à partir des résultats. C'est-à-dire que tu as des petits morceaux c'est comme si quand tu crées une histoire, tu as des petits morceaux de l'histoire et tu essaies de tout lier ensemble pour essayer de comprendre et de faire ton histoire. Donc ça, j'aime beaucoup essayer d'expliquer les choses à ce niveau-là. C'est beaucoup de choses que j'aime bien. Puis travailler sur le cerveau, en fait, j'ai appris ça avec le temps. Puis je trouve que ça reste super mystérieux et c'est pas mal excitant de travailler sur quelque chose comme ça qui est aussi mystérieux et tu sais, c'est un peu dans l'imaginaire, la mémoire, je trouve. Enfin, tu sais, c'est difficile d'acter ça sur un papier, la mémoire, comment ça se passe exactement, et d'essayer de l'expliquer. En fait, je trouve ça un peu, j'aime bien ce côté un peu imaginaire il y a dans tout ça. Ouais, j'ai fait un mini-sode sur l'histoire du cerveau il y a quelques semaines. Parce que justement, je me demandais depuis quand on savait que le cerveau était un cerveau, qu'est-ce qu'il faisait. Puis c'est passionnant de voir comme les gens prennent conscience avec leur propre cerveau de ce que le cerveau fait ou ne fait pas. Et le fait que c'est un mystère, je veux dire, moi aussi je trouve ça tellement excitant, le fait qu'on a ça dans notre tête, puis que c'est là qu'on réside, puis que ça fait notre cerveau fait qu'on est qui on est, mais on comprend toujours pas pourquoi et comment. C'est tellement excitant et mystérieux. Ça me rappelle un peu comme l'excitation qu'on a quand on pense à qu'est-ce que c'est l'univers, cet inconnu comme plein de secrets. J'imagine que ça doit être tellement excitant de travailler là-dedans. Ouais, c'est ça. J'avoue que travailler sur l'univers aussi, c'est quelque chose qui est pas mal aussi captivant. C'est à la fois, là, c'est l'infiniment grand, et là, on est sur l'infiniment petit, et oui, c'est sûr que c'est pas mal ça. Ouais. Ok. Puis qu'est-ce que t'aimes le moins? C'est des petites choses, mais forcément, dans la science, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C'est compliqué de reproduire les choses. C'est tout le travail qu'on n'a pas, c'est qu'on est pas mal ambitieux quand on commence un projet à se dire ok, ça va marcher et en 6 mois je vais avoir les résultats. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, et que on a plein de choses qui fonctionnent pas, c'est difficile à mettre en place. C'est des choses qui sont un peu longues à appréhender, et c'est plus ce côté un peu long que sont les choses, et que oui, un processus. Bah là, regarde, moi ça fait 5 ans et demi que je suis au doctorat, et ouais, maintenant je vois combien ça prend de temps pour faire un article, par exemple scientifique, pour l'écrire, pour faire tout ça.
Et pour avoir juste des petites expériences qui vont te faire juste un tout petit graphe, mais on se rend pas compte le temps que ça met juste pour avoir ce petit graphe, que ça peut prendre 6 mois pour avoir un graphe avec 3 bâtons et c'est tout. Mais c'est plus ça, ouais, c'est le temps que ça prend, mais ça fait partie de la science. Et c'est juste peut-être, faut le faire comprendre, c'est juste que, ouais, c'est très long, le processus scientifique est très long et que ça demande beaucoup de temps, ouais. Ok, est-ce que tu as des ressources pour des gens qui voudraient en apprendre plus? Il y a pas mal de TED Talks qui sont bien faits, que j'aime bien. Il y en a un particulièrement qui est il suffit juste de taper sur YouTube Lisa Genova, Genova, avec TED Talk, et qui est vraiment pas mal sur la maladie d'Alzheimer et comment prévenir la maladie, etc. Le TED Talk de Lisa Genova s'appelle What You Can Do to Prevent Alzheimer's et dure 14 minutes. Je l'ai regardé et c'est vraiment très bon. Lisa Genova est aussi l'auteur de Still Alice, le livre adapté en film que Vincent vient de mentionner. Mais après, il y a beaucoup déjà de documentation. Si on va sur les sites des organismes comme la Société d'Alzheimer au Canada ou d'autres sociétés d'Alzheimer qui existent dans le monde ou sur l'OMS, il y a vraiment beaucoup déjà d'informations qui sont des informations de base de la maladie d'Alzheimer et où on peut apprendre vraiment beaucoup de choses. Ok. Il est où ton petit chat? Il est juste à côté de moi en train de prendre le soleil. Ok, je me suis rendu compte qu'on l'avait pas entendu depuis longtemps. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dû s'endormir. Ouais, c'est exactement ça. Ok, c'était ma question. Mon avant-dernière question, c'était où est ton petit chat? Et ma dernière, c'est est-ce que les gens peuvent te trouver sur Internet quelque part, te suivre? Oui. À l'heure actuelle, je suis sur Twitter. Je tweete pas beaucoup, mais je suis sur Twitter, ouais. @, Vince _RV, HERVE. Ou sur Instagram, qui est Vince Scientist, mais j'ai un peu du mal à le dire. C'est VINSCIENTIST. C'est ça. Pour le moment, je suis sur ces deux-là. J'aimerais bien créer d'autres choses, mais peut-être un site internet plus tard. Mais c'est pas encore le cas, là. J'attends de voir ce que ça donne et d'avoir un peu plus de temps pour essayer de faire de la vulgarisation scientifique. Mais peut-être que ça viendra. En tout cas, sur ces réseaux-là, je l'indiquerai quand ça arrivera. Ok, super. Merci à toi en tout cas. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. Voilà, c'est tout pour cette discussion intéressante avec Vincent. Merci pour votre temps et votre attention. Je suis contente de vous partager ces discussions enrichissantes depuis maintenant 3 mois. Si vous voulez suivre le podcast et ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez le faire à Super Spécialiste sur Instagram et Facebook et à SuperSpecPod1 sur Twitter. Je vous poste des petits quiz sur chaque épisode et du contenu bonus sur Instagram. Vous pouvez aussi laisser une note et un avis sur Apple Podcast qui aide vraiment avec la visibilité du podcast. Ok, merci.